Bonjour et bon réveil à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. C'est le Morning. On démarre cette édition comme tous les matins par les grands titres de la presse arabe et israélienne. Cyril Amar, bonjour. La presse libanaise revient très largement ce matin sur ces supposés raids israéliens menés hier soir en territoire libanais. Oui, Barbara, dès hier soir, les sites d'information en ligne libanais étaient tout simplement en effervescence. Et c'est le quotidien en ligne Now Lebanon, vous le voyez, qui s'en est le premier, fait l'écho. Hier soir, aux alentours de 22h30, affirme le correspondant du journal, Israël a mené un raid contre une base du Hezbollah dans la plaine de la Beka, près de la frontière syro-libanaise. Un double raid même, selon le Daily Star libanais, puisque l'un a visé un convoi de missiles balistiques en provenance de Syrie et l'autre une base d'entraînement du mouvement chiite libanais. Selon le site de la chaîne d'information saoudienne Al Arabiya, 3 miliciens du Hezbollah auraient même été tués au cours de cette opération israélienne. Alors Barbara, j'ai cherché à croiser l'information, j'ai consulté des sites proches du Hezbollah comme Al-Mayadin ou Al-Manar, mais pas un fichu mot sur l'attaque israélienne ce matin. Alors bien sûr, Israël est mentionné, mais dans un tout autre contexte, comme à la une du Al-Mayadin, vous le voyez, c'est pour évoquer la complicité de l'État hébreu avec les rebelles syriens. Alors à Jérusalem, on se refuse à tout commentaire, notent de leur côté les quotidiens israéliens qui se contentent de relayer les informations libanaises avec ce constat toutefois de Smadar Peri dans les colonnes du Yediot Ahronot, le quotidien à grand tirage israélien. Si les révélations des médias libanais sont avérées, écrit Peri, ce serait la première fois qu'Israël mène une opération en territoire libanais depuis la Seconde Guerre du Liban en 2006. Voilà, on reparlera de cette affaire au cours de cette édition. Direction Israël à présent, où la chancelière allemande Angela Merkel est en visite officielle. Alors derrière les sourires entre Berlin et Jérusalem, ce serait le désamour pour la presse israélienne. Et oui, je vous propose de commencer tout de suite avec ces deux caricatures. Il semble ce matin que la même muse ait inspiré les caricaturistes du Haaretz et du Yediot, les deux dessins de presse qui font tous deux référence au récent clash diplomatique entre Martin Schulz, le président du Parlement européen, et le ministre de l'économie israélienne, Naftali Bennett. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, dans son discours à la Knesset il y a une dizaine de jours, Martin Schulz a critiqué à mots couverts la politique israélienne dans les territoires palestiniens, un discours moralisateur selon Naftali Bennett, en allemand de surcroît, qui n'a pas plu donc au ministre israélien. Bref, sur cette caricature de Biderman dans le Haaretz, Netanyahou fait les présentations. Madame Merkel, vous connaissez très certainement l'ami de Martin Schulz en parlant à Naftali Bennett. Alors même tapis rouge, même drapeau, mais cette fois-ci le Premier ministre met en garde son ministre sur ce dessin de presse de Guy Morad dans les Yediot Ahronot. Monsieur Bennett, cette fois-ci, vous n'avez pas intérêt à me faire honte. Alors dans une autre analyse, celle de Benjamin Weinthal dans le Jérusalem Post, le journal estime que le couple israélo-allemand traverse tout simplement des temps difficiles. Si le second mandat d'Angela Merkel a été marqué par une relation ponctuée de déceptions amères et de réels engagements sécuritaires de la part de Berlin, l'actuel mandat devrait suivre la même politique, celle de la carotte et du bâton à l'égard de l'État hébreu. Le journal qui rappelle que Berlin ne s'est pas opposé non plus à l'étiquetage des produits israéliens manufacturés dans les implantations juives de Cisjordanie et du Golan. Et puis plus pessimiste encore, Barak Ravid dans le Haaretz affirme de son côté que les relations ont dépassé le simple cadre de la discorde amicale entre Berlin et Jérusalem et qu'elles ont tout simplement tourné au vinaigre. Si le prise de bec ont cessé cette année entre Angela Merkel et Benjamin Netanyahou, ce n'est pas que les relations se sont améliorées, c'est tout simplement que la chancelière a baissé les bras. Elle a abandonné l'espoir de convaincre un jour Benjamin Netanyahou. Et on reparle de cette visite dans un instant avec notre invité Daniel Sheikh. Mais pour finir, le Maariv israélien qui annonce la tenue d'un débat parlementaire aujourd'hui qui risque de mettre le feu aux poudres. De quoi s'agit-il ? Oui, le monde du temple est entre nos mains. Vous vous souvenez, Barbara, de ces mots émus prononcés par le général israélien Motagour lors de la guerre des 6 jours. C'était lorsque les parachutistes israéliens avaient pénétré dans la vieille ville de Jérusalem. Et bien 47 ans plus tard, le monde du temple n'est plus entre nos mains, déplore aujourd'hui Aaron Segal dans les colonnes du Maariv. En 2014, les drapeaux de tous les pays musulmans flottent sur l'esplanade des mosquées, pour les musulmans, qui est le monde du temple pour les juifs. Mais il y a 4 mois de cela, écrit Segal, des pèlerins juifs qui avaient voulu faire flotter le drapeau israélien, ont tout simplement été arrêtés et menottés par la police. Ce sont les juifs et non pas les musulmans qui sont discriminés sur l'esplanade des mosquées
Mont du Temple. Alors sur ce lieu doublement saint, qui est le patron, s'interroge ce matin le journal conservateur. Eh bien ce sera l'objet, vous l'avez dit Barbara, d'un débat parlementaire, le premier du genre, souligne le journal, qui se tiendra aujourd'hui à la Knesset à l'initiative du député de la frange radicale du Likoud. Ce monsieur s'appelle Moshe Feiglin et le journal de centre-droite y consacre sa une, un débat houleux qui se jouera à guichet fermé puisque pas moins de 30 députés ont même demandé le droit à la parole aujourd'hui dans l'hémicycle de la Knesset. Des discussions qui seront suivies avec la plus grande attention par Binyamin Netanyahou qui tentera, nous dit le Maariv, de limiter les dégâts puisque dans un communiqué, il a déclaré que tout changement du statu quo provoquerait des tensions inutiles. Extrême vigilance pour finir du côté du royaume hachémite de Jordanie, puisque vous savez, c'est la Jordanie qui est la gardienne des lieux saints musulmans à Jérusalem. Extrême vigilance également à la Moukata, où on promet des émeutes si la loi devait être modifiée. Voilà, et on parlera de ce débat parlementaire dans notre chronique politique du jour à suivre. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes le mardi 25 février, voici les grands titres de l'actualité. L'aviation israélienne aurait donc frappé cette nuit des bases du Hezbollah à la frontière libano-syrienne. Deux raids auraient été entendus dans la région de la Beka, la cible, un convoi de missiles en provenance de la Syrie et une base d'entraînement du mouvement terroriste libanais. Et puis la chancelière allemande Angela Merkel, accompagnée de 16 de ses ministres, est arrivée hier en Israël pour une visite officielle. Ce matin se tiendra un conseil des ministres commun israélo-allemand. Au menu, une série d'accords de coopération dans tous les domaines. Les négociations de paix et le nucléaire iranien figurent également à l'ordre du jour des entretiens. Enfin, notez que les États-Unis voient rouge après la signature d'un accord d'armement entre l'Iran et l'Irak. Le gouvernement irakien s'est doté d'armes à hauteur de 195 millions de dollars pour lutter contre des groupes liés à Al-Qaïda. Mais voilà, cet accord est une violation flagrante à l'embargo décidé par l'ONU contre Téhéran. Washington condamne. Et pour finir, sachez que le président ukrainien, toujours en fuite, aurait été aperçu hier soir en Crimée. Viktor Yanukovych a été vu quittant sa résidence privée de Balaklava en voiture, peut-être pour l'aéroport de Sébastopol. Les États-Unis ont quant à eux affirmé qu'il n'est désormais plus reconnu comme le président de l'Ukraine. Et c'est l'un des grands titres de cette matinée. Angela Merkel, accompagnée donc de ses ministres, est en Israël pour une visite officielle. Et une question ce matin, l'Allemagne est-il toujours le plus fidèle allié d'Israël en Europe? On va en parler dans un instant avec vous, Daniel Sheikh. Mais avant cela, nous sommes en ligne depuis Berlin avec le numéro 2 de l'ambassade israélienne en Allemagne. Bonjour Emmanuel Narshon, merci d'être avec nous. Alors est-ce qu'il y a vraiment de l'eau dans le gaz entre Berlin et Jérusalem, comme l'affirme la presse israélienne ce matin? Mais d'une certaine manière, oui, parce qu'il y a quand même un contentieux regardant notre politique, la politique israélienne par rapport aux Palestiniens. Mais je crois qu'on peut toujours caractériser les relations israélo-allemandes comme des relations spéciales et unies. Alors concrètement, quelles retombées peut-on attendre de cette visite ? Cette visite est très importante parce que, comme vous l'avez mentionné, presque tous les ministres allemands se trouvent en Israël avec Madame Merkel. Je crois que c'est une occasion de resserrer et renforcer les relations uniques entre Israël et l'Allemagne. Ce que nous essayons de construire, en fait, c'est le futur de ces relations. Donc, non seulement se baser sur le passé, mais aussi construire ensemble quelque chose qui aurait de la valeur pour l'avenir, dans le domaine scientifique, culturel et dans d'autres domaines encore. Alors, tout de même, Emmanuel Narshon, aujourd'hui que l'Allemagne a réussi plus ou moins à essuyer les blessures du passé, de la Shoah, est-ce que vous avez l'impression, depuis Berlin, que certaines langues se délient, que la critique d'Israël est plus facile, et je pense notamment à ces dernières initiatives de boycott contre Israël ? Les initiatives de boycott n'ont pas particulièrement réussi ici, mais il faut dire qu'il y a quand même des processus psychologiques assez profonds qui font que la relation de l'Allemagne contemporaine par rapport à son passé est en train, d'une certaine manière, de changer et que le rôle qu'Israël joue dans ce contexte est un rôle important. Et pour nous, en tant qu'ambassade, c'est certainement notre mission la plus importante, de faire en sorte que la mémoire du passé soit toujours présente et qu'elle ait une valeur aussi dans le domaine de nos relations bilatérales. Merci beaucoup Emmanuel Narshon depuis Berlin d'avoir été avec nous ce matin.
Daniel Sheikh, bonjour. Bonjour. Diplomate israélien, ancien ambassadeur notamment à Paris. Alors est-ce que sur cette même question, vous avez l'impression que les Allemands ont aujourd'hui envie de tourner la page, de décider que l'histoire est derrière nous et qu'Israël doit être considéré aujourd'hui comme n'importe quel autre pays? Il y a des Allemands qui le pensent, sans aucun doute. Je pense que parmi la jeune génération de l'opinion publique allemande, il y a des jeunes qui se demandent quel est le degré de responsabilité qu'ils doivent porter encore pour les méfaits et les crimes de leurs grands-parents ou bientôt déjà les arrière-grands-parents. Mais comme l'a très bien dit mon ami Emmanuel Nachshon, il reste quand même, notamment dans l'establishment allemand, dans le gouvernement allemand, une base solide de gens qui comprennent que ce n'est pas une relation comme les autres et que cette notion de relation spéciale qui est née dans les années 60, quand les relations diplomatiques entre l'Allemagne fédérale de l'époque et Israël ont été établies, cette notion est née, a été pondue par les signataires. Cette relation spéciale doit continuer. Mais comment doit-elle continuer? C'est ça la question, puisque la mémoire à elle seule n'est jamais éternelle. Donc il faut réfléchir à autre chose, comment sauvegarder cette notion juste de Alors revenons relation. un petit peu en arrière. Comment, d'après vous, l'histoire, la Shoah, a influencé depuis 50 ans les relations israélo-allemandes? Est-ce que le pardon, la repentance ont été centrales dans cette relation? Sans aucun doute. Dans les années 60, dans les années 50 même, juste après la guerre, en Israël, il y a eu deux écoles. Il y a eu ceux qui disaient il est impossible, il n'est même pas envisageable que l'État juif ait des relations quelconques avec l'Allemagne, même l'Allemagne de l'après-guerre, même l'Allemagne post-nazie, même l'Allemagne démocratique qui est devenue l'Allemagne fédérale. Et il y avait de ceux visionnaires à mes yeux qui ont dit justement, si l'on exige justement la repentance, la contrition de l'Allemagne, il faut lui ouvrir les portes pour lui donner une opportunité, une occasion de le faire. Et vous l'avez suivi personnellement, cette histoire, hein? C'est visionnaire, ça a été le cas entre autres de votre père, diplomate israélien, survivant des camps également. C'est vrai. Il a reçu dans votre jeunesse, dans son salon, le premier ambassadeur allemand. Tout à fait. Il était partagé sur la question? Il était très partagé sur la question. Bon, je n'avais pas le pouvoir d'analyse diplomatique à l'âge de 10 ans, mais a posteriori, quand je lui en ai parlé, il a reconnu que c'était émotionnellement très difficile quand même. C'était à peine 20 ans après qu'il ait quitté Auschwitz. Mais il était profondément convaincu que c'est la voie à prendre, que c'est qu'il faut faire, que c'est ça qui va servir aussi l'avenir et l'avenir de l'État d'Israël dont il avait rêvé avant d'être interné dans les ghettos et les camps. Et je pense que clairement, là c'est déjà l'ancien diplomate qui le dit, et le citoyen israélien qui regarde cette relation, sans aucun doute, il avait raison, lui et tous ceux qui ont pensé comme lui, parce que en effet, l'Allemagne est devenue sans doute l'allié diplomatique le plus solide d'Israël en Europe, certainement parmi les grands pays membres de l'Union européenne, mais aussi... À cause de son sentiment de culpabilité, c'est ça qui a forgé cette relation? Je ne veux pas me mettre dans l'esprit d'un Allemand, mais je pense que c'est aussi par un sentiment de justice historique. Ce n'est pas uniquement la mauvaise conscience, elle joue sans doute un rôle, mais surtout des Allemands qui n'étaient pas nés pendant la guerre et qui clairement n'ont aucune responsabilité directe et aucune culpabilité personnelle. Ceux-là voient dans ce genre de relation qui s'est forgé entre les deux pays
une notion de justice historique qui doit se maintenir, qui doit continuer. Je pense que l'Allemagne a de très bonnes raisons de rester très proche d'Israël pendant des générations. Alors revenons à aujourd'hui. Ces relations privilégiées vont être renforcées encore davantage. Conseil des ministres commun, accord de coopération dans tous les domaines. Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin de ce qui est aujourd'hui ? On peut toujours aller plus loin, heureusement d'ailleurs. On peut toujours espérer mieux. C'est une visite vraiment exceptionnelle à tous les niveaux, sur le plan diplomatique, de voir quasiment tout le Conseil des ministres de l'Allemagne se déplacer pour discuter avec leurs homologues israéliens d'accords, de coopération. Sur le conflit israélo-palestinien, Angela Merkel va tirer les oreilles à Benjamin Netanyahou ? Tirer les oreilles, c'est un mot que je n'utiliserai certainement pas. Angela Merkel est une femme extrêmement polie et sympathique. Je ne pense pas. Mais y aura-t-il des critiques par rapport à la politique israélienne concernant les Palestiniens ? Sans aucun doute, comme nous entendons des critiques de la part de nos plus grands alliés, comme les États-Unis. Je pense que l'Allemagne va dire son mot aussi. Il y a une certaine lassitude de ce que l'Europe, surtout, considère comme un ralentissement de l'avancement de ces négociations entre Israël et les Palestiniens. Merci beaucoup Daniel Sheikh. On se retrouve après un nouveau journal. On parlera notamment de la situation en Égypte. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous et on poursuit avec la situation en Égypte qui connaît un nouveau rebondissement politique. Le gouvernement à peine nommé a démissionné hier, mais cette manœuvre politique consiste en réalité à ouvrir la voie à la présidence au maréchal Al-Sisi. Le point en image. Le gouvernement égyptien annonce sa démission. Cette équipe provisoire, formée par l'armée après la destitution du président Mohamed Morsi, a présenté sa démission au président par intérim Adli Mansour à quelques semaines de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de présenter sa démission au président de la République. Cette mesure va permettre au général Al-Sisi, l'homme fort du pays, de démissionner de son poste de ministre de la Défense pour pouvoir se lancer dans la campagne présidentielle. Les sondages le donnent pour le moment favori. Son seul adversaire, le leader de gauche Hamdine Sabahi, seul candidat déclaré à la présidence de l'Égypte et qui redoute un retour à un pouvoir autoritaire. Nous irons à ce combat avec l'espoir de gagner à travers les urnes et d'arriver à la présidence à travers des élections démocratiques. Pour ce nasseriste convaincu, la victoire d'Al-Sisi pourrait bien mener à un retour de l'ère Moubarak. Après les islamistes, ce sont les jeunes progressistes qui sont les porteurs de la révolution et donc les nouvelles cibles du pouvoir. La jeunesse a totalement raison quand elle voit certains symboles de la corruption sous Moubarak refaire leur apparition, alors que des jeunes du 25 janvier et du 30 juin sont en prison. Pour l'emporter, le leader de la gauche entend compter sur la jeunesse qui, selon lui, représente une force électorale clé en Égypte. Mais le général Abdel Fattah al-Sisi reste l'homme fort de l'Égypte post-Morsi et malgré les nombreuses critiques quant à ses moyens de répression, il reste le candidat naturel à la présidentielle. Et dans ce contexte politique mouvementé, on s'intéresse ce matin à la vie quotidienne des Égyptiens avec une question: comment garantir un système de santé pour plus de 80 millions de personnes? Dans ce contexte, une nouvelle campagne de santé vient d'être lancée par un neurochirurgien. Et l'objectif, c'est de faire de la prévention auprès des enfants. Betsabe Salem. Tout à fait. Bonjour Barbara, ça s'appelle Healthy Egyptians, donc des Égyptiens en bonne santé. C'est une campagne qui tente de faire prendre conscience à la population, plus particulièrement aux enfants, du lien entre hygiène et santé dans un pays où bon nombre des maladies pourraient vraiment être très facilement évitées. Plus de détails dans un petit sujet préparé par moi-même, je vous propose de regarder. Des enfants qui jouent dans les ordures, rien d'exceptionnel dans la capitale égyptienne. Et pourtant, la mauvaise hygiène, aggravée par la densité de la population, la pauvreté et l'illettrisme, a contribué à accroître les problèmes de santé des habitants des bidonvilles de la région du Caire.
Avertir la population des risques de l'insalubrité et des mesures de prévention, c'est l'ambition de la campagne Healthy Egyptians, dont les 700 volontaires visitent chaque semaine écoles et hôpitaux. Un vrai défi. Les Égyptiens pensent que la connaissance des notions de santé, c'est réservé aux médecins. Ils attendent d'être malades pour consulter. Mais s'ils ne sont pas malades, ils n'essaieront jamais de se renseigner ou encore d'éduquer leurs enfants. On est loin de l'idée que la prévention et le changement des habitudes qui sont ancrées dans la société pourraient les aider. La prévention, ce n'est même pas important pour eux. Donc, j'ai décidé que si on voulait faire campagne, il faudrait utiliser des méthodes innovantes et attrayantes et non pas les forcer à croire en quelque chose qui pour eux n'est pas vital. Les méthodes innovantes, c'est un programme composé de livres colorés, de marionnettes et de bandes dessinées. Il n'y a pas de matière à l'école intitulée prévention sanitaire. Certains vous diront, pour que la prévention soit introduite à l'école, il faut concevoir un programme, l'enseigner aux instituteurs et il faut aussi que le matériel adéquat soit distribué dans tout le pays. Mais ce n'est pas vrai. De mon expérience, après avoir parlé à plusieurs milliers de familles et après avoir été évalué par plusieurs organisations, je pense qu'un simple livre coloré suffit. On n'a pas à développer tout un programme pour faire de ces enfants des médecins. Des notions élémentaires qui sont transmises en dépit des défis comme celui du jeune âge du public. Bien sûr, la difficulté parfois, c'est que ce sont de très jeunes enfants à qui nous essayons de délivrer un message tout en préservant le calme. Mais Dieu merci, dans la plupart des endroits où nous nous sommes rendus, que ce soit des clubs sportifs ou des taudis, des écoles ou des crèches, nous avons ensuite interrogé les enfants et le résultat était positif. Il y a même eu des mères qui ne savaient pas ce qu'était la pneumonie. Et après la campagne, elles nous ont montré ce qu'elles avaient appris. Prévenir la pneumonie, c'est l'une des priorités de l'initiative. La maladie est la première cause de mortalité des enfants en Égypte. Et vous savez, Barbara, que ce Mohamed Zahazou, donc le fondateur de Healthy Egyptians qu'on a vu dans le sujet, eh bien, il a été choisi par le magazine Forbes pour faire partie de la liste des entrepreneurs de moins de 30 ans les plus influents en 2014. Dans le sujet, Betsabe, vous dites que les Égyptiens attendent finalement le dernier moment pour se faire soigner. Est-ce que l'accès aux soins de santé est convenable, au moins dans le pays? Alors, dans le monde arabe en général, on pensait que ce printemps arabe, avec son objectif initial de justice sociale, c'était l'occasion d'améliorer l'accès aux soins de santé. Eh bien, c'est ce qui s'est passé après les mouvements révolutionnaires qui ont touché l'Europe et l'Amérique du Sud, mais dans l'ensemble de la région du monde arabe, pas seulement en Égypte, mais en Libye, en Tunisie et au Yémen, 50 à 70% des frais de santé sont déboursés par les patients eux-mêmes. Alors c'est un fardeau, vous en doutez, surtout pour les plus démunis, c'est un vrai problème. Alors les bidonvilles, on en parle, la moitié de la population du Caire y vit, c'est un problème. Alors la moitié de la population du Caire vit effectivement dans ces bidonvilles. C'est là que la politique de la débrouille excelle. Les habitants des bidonvilles qui se méfient des intentions du gouvernement puisque les services essentiels font défaut. Les habitants des bidonvilles doivent souvent prendre les choses en main eux-mêmes. Exemple, eh bien, ils creusent le sol, ils construisent des fosses septiques qui fuient parfois, souvent même. Ils installent même des citernes eux-mêmes. Et pour construire des égouts, ils collectent des fonds auprès des membres de leur communauté afin de payer là des ingénieurs qui vont s'en charger eux-mêmes. L'accès à l'eau en Égypte, est-ce que tout le monde y a droit? Non, bien sûr que non. Seulement 20 ou 30% de ceux qui sont connectés au réseau de la ville. Alors on vient de le voir, il y a des réseaux informels qui ont été créés. On se raccorde soi-même au réseau principal. L'eau arrive la nuit et on la met de côté dans des réservoirs, mais pas partout. Résultat, il y a quand même 10% des habitations des bidonvilles qui n'ont pas accès du tout à l'eau. Et pour ceux qui ont accès à l'eau, alors là, les coupures sont fréquentes. Vous savez que jusqu'à récemment, l'eau ne coulait que le dimanche, en fait, quand les compagnies, les ateliers de recyclage utilisaient ces eaux étaient fermées, parce qu'eux, ils utilisent beaucoup d'eau. Alors les habitants profitaient du dimanche pour remplir le citerne personnel pour le reste de la semaine. Là encore, il y a des promesses qui ont été faites par le gouvernement, par l'ex-ministre du Logement et du Développement urbain, qui avait visité les bidonvilles fin 2013. Il avait promis que tout le secteur serait raccordé d'ici septembre 2014. Non seulement les promesses ne sont pas toujours tenues, mais vu qu'il y a eu un bouleversement au sein du gouvernement, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que pour changer la situation, la priorité aujourd'hui en Égypte, c'est l'éducation des enfants? On en
parlait. Alors, les bidonvilles dans lesquels vivent ces milliers d'Égyptiens n'ont souvent que une ou deux écoles publiques. Donc, la priorité, concrètement, on ne peut pas parler de priorité. Avec un autre problème, surtout, c'est le décrochage scolaire, Barbara, qui est très élevé. La pauvreté pousse de nombreux enfants à travailler, même très très jeunes. Là encore, le gouvernement n'a pas su proposer des services à l'ensemble de la population. On parle d'école, mais il n'y a pas non plus, par exemple, de poste de police ou de pompiers. Alors, heureusement, il y a des ONG. Là, on a vu une association qui a été montée. Il y a des ONG qui se penchent sur ces problèmes avec des cours d'alphabétisation, des cours sur la santé, comme on a vu dans le sujet. Ce genre de cours qui concerne en général des femmes, bien sûr des enfants. Et puis les habitants des bidonvilles veulent croire que les années à venir apporteront des choses nouvelles, des projets nouveaux et peut-être plus d'écoles surtout. Alors il faut dire qu'il n'y a pas que le problème des bidonvilles. En Égypte, de manière générale, la population est extrêmement dense. Oui, tout à fait. Je voudrais vous rappeler que le Caire, c'est la plus grande ville d'Afrique et du Moyen-Orient, Barbara. Et c'est aussi l'une des villes les plus peuplées et les plus polluées du monde. Alors pour ceux qui s'y sont rendus, ils savent que c'est le premier problème qu'on rencontre en Égypte, l'intense concentration humaine dans cette capitale. Du coup, conséquence, à côté des soucis que cela cause aux problèmes asthmatiques ou cardiaques, l'hygiène générale est très très défectueuse et l'hygiène alimentaire est déplorable. Le Caire, c'est l'une des destinations championnes du monde de la tourista, notamment, ça touche un touriste sur deux. Vous avez un petit conseil pour tous les touristes qui souhaitent se rendre en Égypte ? Oui, alors déjà, ne mangez pas n'importe où, bien sûr. Achetez votre nourriture dans des grandes épiceries, là où ça tourne, d'autant que c'est pas toujours facile de lire les dates de péremption, c'est écrit en arabe. On évite les petites gaufrettes au chocolat ou à la crème qui sont vendues dans les bus, vous savez, ou en plein air, qui ont bien macéré au soleil. Il fait très chaud en Égypte. Et puis si jamais vous êtes tiré au sort, question tourista, Barbara, alors vous mangez léger, idéalement du riz, alors pas du riz frit, du riz sans matière grasse, vous buvez beaucoup pour éviter la déshydratation. Le must, prendre un banc d'antibiotiques intestinal et un antidiarrhéique. Et puis sinon, au moins quelques sachets de camomille dans le sac. Voilà, qui est dit. Merci beaucoup, Merci. Sur 24 News, nous sommes le mardi 25 février. Voici les grands titres de l'actualité. L'aviation israélienne aurait frappé cette nuit des bases du Hezbollah à la frontière libano-syrienne. 2 raids auraient été entendus dans la région de la Beka. La cible, un convoi de missiles en provenance de la Syrie et une base d'entraînement du mouvement terroriste libanais. La chancelière allemande Angela Merkel, accompagnée de 16 de ses ministres, est arrivée hier en Israël pour une visite officielle. Ce matin se tiendra un conseil des ministres commun israélo-allemand. Au menu, une série d'accords de coopération dans tous les domaines. Les négociations de paix nucléaire iranien figurent également à l'ordre du jour des entretiens. A noter ce matin également que les États-Unis voient rouge après la signature d'un accord d'armement entre l'Iran et l'Irak. Le gouvernement irakien s'est doté d'armes à hauteur de 195 millions de dollars pour lutter contre des groupes liés à Al-Qaïda. Mais voilà, cet accord est une violation flagrante à l'embargo décidé par l'ONU contre Téhéran. Washington condamne. Enfin, sachez que le président ukrainien, toujours en fuite, aurait été aperçu hier soir en Crimée. Viktor Yanukovych a été vu quittant sa résidence privée de Balaklava en voiture, peut-être pour l'aéroport de Sébastopol. Les États-Unis ont quant à eux affirmé qu'il n'est désormais plus reconnu comme le président de l'Ukraine. Et on poursuit précisément avec cette situation en Ukraine. Nous sommes en ligne avec notre consultant Boaz Bismuth en direct depuis Kiev. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors d'abord un mot de la place Maïdan. Est-ce qu'elle est toujours occupée ce matin ? Bonjour bonjour Barbara, toujours autant de monde. La seule chose qu'on peut dire, qu'il y a beaucoup de calme et toujours pas d'euphorie et toujours on est là à porter des fleurs pour les 100 héros de la Révolution. Alors un mot de Viktor Yanukovych, il aurait été vu en Crimée hier soir. Est-ce que sur place on confirme cette information ? On ne confirme pas, mais c'est très logique. Il serait pour les Ukrainiens qui seraient en Crimée, pour la bonne raison que si vraiment on parle de cette séparation entre deux Ukraines, ce que bien sûr les Ukrainiens parlent de moins en moins parce qu'ils ne le veulent pas
aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Alors Crimée, c'est un peu spécial, un peu différent. Il faut savoir que d'après la constitution ou la loi en Ukraine, il n'est pas autorisé d'avoir deux nationalités. Mais beaucoup de résidents en Ukraine possèdent aussi un passeport russe. Et donc, s'il y a vraiment une région qui pourrait justement vouloir se rejoindre à la Russie, c'est Crimée. Sauf que vous avez parlé avec le Caire de l'approvisionnement de l'eau. Il faut savoir qu'en Crimée, il y a un grand problème. Il n'y a pas d'eau potable, comme en Égypte. Justement, les Ukrainiens se disent la chose suivante. Question de réfléchir comment peuvent-ils se séparer de nous, qui va leur donner de l'eau. Alors, encore une fois, pour répondre à votre question, il est fort logique pour les Ukrainiens que leur président, leur ex-président bien sûr, se cache en Crimée. Encore une chose qui est assez intéressante, vous avez parlé de la place Maïdan. Vous avez vu hier beaucoup de posters comme ça collés sur les voitures, sur les anciennes véhicules de la police qui ont été pris bien sûr par les manifestants, de laquelle, comme dans le Far West, on voit des posters avec la tête de Viktor Yanukovych, avec un grand wanted, parce qu'aujourd'hui c'est l'homme le plus demandé. Comment est-ce possible un homme, il y a une semaine un président et aujourd'hui un fugitif le plus célèbre du pays. Alors en attendant, Boaz, très concrètement, qui détient le pouvoir aujourd'hui en Ukraine ? La grande question, mais sauf qu'il y a techniquement, bien sûr, nous avons un Parlement, nous avons un président par intérim, nous avons aujourd'hui beaucoup de détecteurs de l'ancien parti, pas l'ancien, le parti des régions de l'ancien président. Sauf que pour les Ukrainiens, je pense que ça c'est le plus grand drame, la plus grande difficulté des Ukrainiens. Il y a beaucoup de questions. Où est le président? Que va faire la Russie, bien sûr? Est-ce qu'on va se rejoindre à l'Europe? Est-ce qu'on va se séparer ou pas? Et je veux dire que peut-être le plus grand drame de ce problème ukrainien, de cette crise ukrainienne, bien sûr, c'est la localité géographique dans laquelle le pays se situe, ce qui transforme ce problème, je veux dire, en énorme problème, parce que nous avons des problèmes en Égypte, en Thaïlande, au Venezuela, et bien sûr chez nous dans ma région. Mais ce problème-là, où il est situé, le rend si important. Et pour répondre à votre question, le plus grand drame pour les Ukrainiens, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un pays sans réel leader. Et plus important que ça, nous devons assurer que on a un problème de liaison avec vous, Boaz, en direct depuis Kiev. On va peut-être réessayer de rétablir la liaison dans la suite de cette édition. Non, on n'a pas la ligne. On tentera de vous joindre plus tard. Voilà, c'est la fin de cette partie d'informations à suivre dans le morning. Après un nouveau journal, on parle de cette information de la matinée, l'aviation israélienne qui aurait frappé cette nuit des bases du Hezbollah, la frontière libano-syrienne. La cible, un convoi de missiles en provenance de la Syrie et une base d'entraînement du mouvement chiite libanais. On revient sur tous les détails de cette opération après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Vous êtes sur i24 News et on revient sur cette information de la matinée. L'aviation israélienne aurait frappé par 2 fois en territoire libanais. La cible, le Hezbollah. Cyril Amar, rebonjour. Vous nous rapportez ce matin les échos de la presse arabe sur cette affaire. Oui, c'est d'ailleurs les médias libanais qui, toutes les informations dont on dispose, nous proviennent exclusivement des médias libanais, à l'exception d'Al Arabiya, on en parlera un petit peu plus tard. L'agence nationale libanaise, l'agence d'information nationale libanaise, nous dit hier soir déjà que des avions de chasse israéliens auraient survolé la chaîne de montagne du Mont Liban avant de lancer 2 raids aériens donc au-dessus de la plaine de la Beka. Voilà donc pour l'agence de presse libanaise. Et puis les 2 sites d'information libanais, Now Lebanon et El Nashra, qui nous annoncent également qu'Israël a mené un raid contre une base du Hezbollah dans la plaine de la Beka, près du village de Nabouchit. C'est une région qui est aux mains du Hezbollah. C'était un bastion du Hezbollah à la frontière syro-libanaise, près de la ville de Baalbek. Alors selon le Daily Star, c'est 2 raids qui ont été menés. L'un qui a visé un convoi de missiles balistiques en provenance de Syrie et l'autre une base d'entraînement du Hezbollah. Alors selon la chaîne d'information, ou plutôt le site de la chaîne d'information Al Arabiya, c'est une chaîne saoudienne, la chaîne saoudienne qui nous dit que 3 membres du Hezbollah auraient été tués au cours de l'opération israélienne. Des informations qui sont absolument démenties par 2 sites d'information
informations que l'on sait proches du Hezbollah, c'est Al-Manar et Al-Mayadeen qui ne relatent aucunement l'information. On peut comprendre pourquoi, hein, c'est un camouflet infligé au mouvement chiite libanais, et donc les deux sites d'information n'en parlent pas. En revanche, donc Al Arabiya, on l'a dit, annonce que 3 miliciens ont été tués au cours de l'opération israélienne. Et puis pour la télé libanaise, la LBC, c'est un point de passage secret entre la Syrie et le Liban, par lequel transitent des armes sophistiquées qui auraient inquiété l'armée israélienne. C'est pourquoi des raids ont été menés pour bombarder donc ce convoi. Voilà, on comprend bien que l'armée israélienne guette tous les mouvements dans cette zone extrêmement sensible à la frontière libano-syrienne. Et les médias israéliens, justement, ils en parlent ce matin ? Ils en parlent en se faisant l'écho de ce que dit la presse ou les médias libanais. Évidemment, tous les correspondants arabes des journaux israéliens en parlent très, très largement. Mais à Jérusalem, on se refuse à tout commentaire. Pour l'instant, c'est le silence radio. Simplement, Smadar Peri, dans les colonnes du Yediot Aharonot, nous dit que si c'était le cas, si les informations étaient avérées, eh bien, ce serait la première fois qu'Israël a mené un raid contre le territoire libanais depuis la Seconde Guerre du Liban. C'était en 2006. Et pour finir, Barbara, je voudrais vous rappeler que dimanche, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Benny Gantz, était en déplacement à la frontière nord et il a dit qu'Israël suivait de très très près tout transfert d'armement dans tous les théâtres de la région. Voilà, une visite qui n'est semble-t-il pas anodine. Merci beaucoup Cyril Amar. Mardi 25 février, vous êtes sur i24 News. Voici l'essentiel de l'actualité de cette matinée. Tout d'abord, on vient de le dire, l'aviation israélienne qui aurait donc frappé cette nuit des bases du Hezbollah à la frontière libano-syrienne. 2 raids auraient été entendus dans la région de la Beka, la cible, un convoi de missiles en provenance de la Syrie et une base d'entraînement du mouvement terroriste libanais. La chancelière allemande Angela Merkel, accompagnée de 16 de ses ministres, est arrivée hier en Israël pour une visite officielle. Ce matin se tiendra un conseil des ministres commun israélo-allemand. Au menu, une série d'accords de coopération dans tous les domaines. Les négociations de paix et le nucléaire iranien figurent également à l'ordre du jour des entretiens. A noter que les États-Unis voient rouge après la signature d'un accord d'armement entre l'Iran et l'Irak. Le gouvernement irakien s'est doté d'armes à hauteur de 195 millions de dollars pour lutter contre des groupes liés à Al-Qaïda. Mais voilà, cet accord est une violation flagrante à l'embargo décidé par l'ONU contre Téhéran. Washington condamne. Enfin, sachez que le président ukrainien, toujours en fuite, aurait été aperçu hier soir en Crimée. Viktor Yanukovych a été vu quittant sa résidence privée de Balaklava en voiture, peut-être pour l'aéroport de Sébastopol. Les États-Unis ont quant à eux affirmé cette nuit qu'il n'est désormais plus reconnu comme le président de l'Ukraine. Et on parle renseignement à présent avec des images, vous allez le voir, assez spectaculaires. Des scientifiques néerlandais viennent de développer le plus petit insecte drone, ça s'appelle comme ça au monde, un sosie robot d'une libellule qui pourrait révolutionner un vaste éventail d'activités. Regardez à quoi ça ressemble. Tout droit sorti des Pays-Bas, voici le Delphi Explorer, le plus petit drone au monde avec une vision 3D. Surnommé l'insecte drone, cette libellule robotique est également ultra légère, à peine 20 grammes, l'équivalent de 4 feuilles de papier. C'est la première fois qu'un drone est construit avec des ailes plutôt qu'avec des hélices, ce qui lui permet d'éviter plus facilement les obstacles et devrait donc élargir l'éventail de ses possibles utilisations. Il peut ainsi voler dans des serres et repérer les fruits qui sont mûrs, filmer un concert de très près ou même participer à la recherche de victimes. Il peut faire tout ça grâce à un nouveau système que nous avons fabriqué, un petit système de vision stéréoscopique. Il a 2 caméras et un petit processeur sur les ailes pour voir les distances dans l'environnement et détecter les obstacles pour les éviter. L'université de Delft où a été construite cette libellule électronique continue ses recherches pour prolonger la durée d'autonomie du drone qui est actuellement de 9 minutes. Retour en Israël pour parler politique à présent avec vous. Dror Even-Sapir, bonjour. Bonjour Barbara. Alors on l'a dit, Benjamin Netanyahou accueille Angela Merkel en grande pompe. Il s'entretient avec tous les dirigeants de la planète sur le nucléaire iranien, sur le processus de paix. Mais seulement voilà, le Premier ministre israélien a fort à faire avec des considérations politicienne même. Oui, avec des membres de son propre parti. 2 exemples tout à fait récents. Le premier est lié à Moshe Fegin. Vous savez, Moshe Fegin, c'est le dirigeant de l'aile la plus radicale du Likoud.
eh bien, elle a initié un débat qui aura lieu aujourd'hui à la Knesset sur l'éventuelle souveraineté israélienne sur le mont du Temple ou esplanade des mosquées. C'est bien évidemment un débat dont Benjamin Netanyahou se serait aisément passé, étant donné bien évidemment le côté très sensible, très délicat de cette question de la souveraineté israélienne ou non sur cette esplanade. Un débat qui sera suivi de très près en Israël et ailleurs. Et un autre exemple qui montre à quel point Benjamin Netanyahou a fort à faire avec son propre parti. Et là, on est vraiment dans des considérations politiciennes. Eh bien, une dispute au sein même du Likoud entre Benjamin Netanyahou et Dani Danon. Dani Danon, c'est le vice-ministre de la Défense, c'est l'une des étoiles montantes de l'aile droite du Likoud, et c'est aussi et surtout le président du comité central du grand parti de la droite israélienne. Et à ce titre, eh bien, il prétend avoir un certain nombre de prérogatives que lui dispute Benjamin Netanyahou. Quelles sont ces prérogatives? Essentiellement, le droit de convoquer une réunion de ce comité central et le droit d'en fixer l'ordre du jour. Et c'est tellement complexe, et ça paraît tout à fait prosaïque, mais c'est tellement complexe et c'est tellement important pour en tout cas les partis en présence, que ce différend en est allé jusqu'à la Cour suprême. L'instance la plus haute des instances de justice en Israël, et les juges ont tranché avec une réponse un petit peu mi-figue, mi-raisin. Benjamin Netanyahou pourra déterminer l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité central, ce sera le mois prochain, à la fin du mois de mars. Mais Dani Danon peut présenter un ordre du jour alternatif. Donc une réponse mi-figue, mi-raisin qui fait que tant du côté de Danon que du côté de Netanyahou, on a clamé victoire. Alors parlons très simplement, est-ce que ces deux exemples nous prouvent que Netanyahou est en train de perdre son parti, tout simplement? Alors c'est effectivement la question qu'on est en droit de se poser, parce que Dani Danon, on ne sait pas, encore une fois une étoile montante, mais c'est pas l'un des personnages les plus importants du parti, il n'est même pas ministre, il est relativement jeune, il est plutôt au début de sa carrière politique, et on voit qu'il menace Benjamin Netanyahou au point que Benjamin Netanyahou demande à ses avocats de déposer un recours devant la Cour suprême. Donc ça peut paraître paradoxal. Et effectivement, si Dani Danon réussit à fixer l'ordre du jour de cette fameuse réunion du comité central le mois prochain, eh bien il pourra faire voter avec une grande chance de succès des résolutions qui empêcheraient Benjamin Netanyahou de décider d'éventuelles concessions territoriales, par exemple. Le voilà à l'écran, Dani Danon. Voilà, Dani Danon, effectivement, qui est très proche de l'aile droite du parti. Aujourd'hui, le comité central du Likoud est beaucoup plus à droite, si vous voulez, qu'il y a quelques années. Vous trouverez beaucoup de représentants dans ce comité central du monde des implantations, alors qu'il y a quelques années, les membres du comité central du Likoud étaient plutôt issus des villes de développement, des quartiers pauvres, des grandes villes israéliennes. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et vous avez un comité central beaucoup plus idéologique, et c'est sur cette composition sociologique presque du comité central du Likoud que Dani Danon compte pour faire passer encore une fois des résolutions qui vont dans le sens d'une rigidité qui pourrait lier les mains de Benjamin Netanyahou si éventuellement, on n'en est pas sûr, si éventuellement le Premier ministre veut prendre des décisions qui vont dans le sens de ce qu'aimerait par exemple John Kerry. Alors pour qu'on comprenne bien le fond de l'affaire, le désaccord entre les deux hommes, il est uniquement procédural, une question de prérogative comme vous dites, ou l'enjeu ce sont des questions idéologiques, une différence fondamentale idéologique entre Benjamin Netanyahou et son parti? Alors, c'est effectivement une question importante. Il y a des problèmes de procédure et derrière, il y a des questions idéologiques. Vous savez que Benjamin Netanyahou, on ne sait pas pour l'instant quelle est l'étendue des concessions qu'il pourrait être amené à faire et qu'il aimerait faire, qu'il serait disposé à faire. Est-ce qu'il est, en d'autres termes, c'est une expression qui revient souvent, prêt à franchir le Rubicon idéologique? On ne sait pas pour l'instant parce que Benjamin Netanyahou reste très discret, bien évidemment, et c'est de bonne guerre parce qu'on est dans un processus de pourparlers et de négociations avec les Palestiniens. Mais il a dit à plusieurs reprises qu'il était prêt à la création, à l'établissement d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Et là-dessus, au Likoud, il est relativement isolé. Je vais vous montrer peut-être, on va voir tout de suite une pétition qui est parue dans la presse, une pétition qui a rassemblé un certain nombre de députés du parti de Naftali Bennett à Abait HaYehudi et du parti Likoud, ou plutôt du groupe parlementaire Likoud Beitenu, contre tout éventualité de gel des constructions dans les implantations en dehors des grands blocs d'implantation, dans ce que l'on appelle les implantations isolées. Et on voit bien que la grande majorité des députés qui ne sont pas ministres, parce que les ministres, eux, ne peuvent pas signer de pétition, la grande majorité des députés Likoud qui ne sont pas ministres ont voté en faveur de cette pétition. Il y en a 5 seulement qui ne l'ont pas fait, et ce schéma le montre assez bien. Donc on a effectivement l'impression d'un décalage de plus en plus grand entre Benjamin Netanyahou, qui, en
tout cas, s'est déclaré pour un État palestinien et son propre parti. Parce que s'il y a un État palestinien Majou, il faut bien qu'il ait un minimum de territoire. Et si on empêche tout gel des constructions dans les implantations isolées, ça pourrait bien évidemment remettre en cause la continuité territoriale de cet éventuel État palestinien. Alors, dans ce scénario, si le processus de paix avance, est-ce qu'on peut imaginer un scénario à la Sharon, c'est-à-dire une rupture entre Binyamin Netanyahou et le Likoud? Alors ça, c'est une thèse qui circule dans la presse israélienne depuis déjà pas mal de temps. C'est une hypothèse. Pour l'instant, elle n'a pas été véritablement confirmée, bien évidemment. Mais vous savez, on a remarqué ces derniers temps que Avigdor Lieberman avait adopté un autre discours, un discours beaucoup plus modéré sur le processus de paix. Et on a donné à cette évolution une explication politicienne là aussi. Parce que Avigdor Lieberman, au Likoud, on ne veut pas de lui. Dani Danon veut, l'homme fort, encore une fois, du comité central du Likoud, veut empêcher tout projet de fusion entre le parti Likoud et le parti d'Avigdor Lieberman, le Israël Beitenu. Donc, qui ont fait liste commune aux dernières élections. Voilà, donc, mais en tout une fusion est tout à fait hors de propos pour le Likoud. Donc, de ce point de vue-là, la porte est fermée. La porte du Likoud est fermée à Avigdor Lieberman. Si Avigdor Lieberman a des velléités d'indépendance politique et veut se présenter seul aux prochaines élections avec son parti Israël Beitenu, eh bien, d'après les derniers sondages, il n'obtiendrait pas forcément un nombre de sièges qui pourrait le satisfaire. Vous savez qu'Avigdor Lieberman est très ambitieux et qu'il vise très haut. Donc, la solution, peut-être, la porte de sortie, ce serait un nouveau parti autour de Binyamin Netanyahou, d'Avigdor Lieberman, un parti peut-être un petit peu plus modéré que le Likoud actuel et que le Israël Beitenu actuel, un nouveau parti qui pourrait peut-être sur le modèle effectivement de ce qu'avait fait Ariel Sharon il y a quelques années, du Kadima, briguer les mandats, les mandats des électeurs avec un discours qui serait ferme sur les questions de sécurité, mais qui serait peut-être un petit peu plus ouvert sur les questions du processus de paix. On n'en est pas encore là. C'est une hypothèse et Binyamin Netanyahou n'est pas Ariel Sharon, il n'a pas la même popularité dont bénéficiait Ariel Sharon lorsqu'il a créé le parti Kadima. Le parti Kadima, et peut-être encore une fois que idéologiquement, Binyamin Netanyahou n'est pas prêt aux concessions ou aux retraits unilatéraux que prenait Ariel Sharon il y a quelques années. On parle éventuellement ces derniers jours également d'une alliance éventuelle avec la femme clé de ces négociations, Tzipi Livni. C'est imaginable pour Netanyahou? Oui, c'est effectivement encore une fois le scénario dont on parle dans la presse, un nouveau parti dirigé par ce triumvirat, Avigdor Lieberman, Binyamin Netanyahou, Tzipi Livni. Alors c'est peut-être difficilement envisageable étant donné que Tzipi Livni pourrait éloigner les électeurs les plus idéologiques, les plus proches de la droite, mais ces électeurs-là, ils auront le Likoud, si ce scénario se confirme, ils auront le Likoud de Dani Danon, en l'occurrence comme maison politique. Donc c'est peut-être pas tout à fait saugrenu d'imaginer un nouveau parti qui serait dirigé par ces trois personnalités fortes, même s'il y a de réelles différences idéologiques, Tzipi Livni, Binyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman. Même si pour l'instant l'écart des positions affichées en tout cas entre Tzipi Livni et Binyamin Netanyahou est assez considérable. Pour Netanyahou, s'il brigue un nouveau mandat de Premier ministre, quel sera le meilleur calcul politique ? Alors tout dépend de ce qui va se passer évidemment dans le domaine du processus de paix. Et si effectivement ces négociations avancent, et pour l'instant elles n'avancent pas, il faut le rappeler, si effectivement Binyamin Netanyahou accepte l'accord cadre représenté par John Kerry qui sera présenté par John Kerry dans quelques semaines, si il va de plus en plus vers des concessions, alors peut-être qu'il devra se séparer de son parti, le Likoud. Et pour Binyamin Netanyahou, c'est pas une mince affaire parce que Binyamin Netanyahou a toujours répété, il en est convaincu, qu'il ne peut pas se séparer de sa base sociologique. Sa base sociologique, c'est la droite israélienne, une droite qui s'est radicalisée, une droite qui s'est peut-être rapprochée du mouvement des implantations. Binyamin Netanyahou, à la fois, à mon sens en tout cas, psychologiquement et idéologiquement, et aussi pour des questions de tactique politique, considère que il ne peut pas se séparer de cette base idéologique parce que le centre-gauche est déjà occupé par plusieurs personnalités et par d'autres formations. Voilà, et le grand examen sera l'avenir de ce processus de paix. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. Merci, Cyril Amar. À suivre dans le Morning, alors qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre le président ukrainien, Internet entre dans la danse. C'est une véritable chasse à l'homme qui se tient en ce moment sur Twitter. Tous les détails après un nouveau journal. On est de
retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous sur i24 News. Bonjour Virginie Khalifa. Bonjour Barbara, quel plaisir de vous retrouver. Ah mais partagez complètement. Alors ce matin, vous nous parlez de l'Eurovision. Effectivement, alors les demi-finales du 59e concours de musique de l'Eurovision auront lieu du 6 au 8 mai prochain, c'est officiel. La finale, elle, se déroulera le 10 mai. Alors au programme, 170 millions de personnes venues de 40 pays différents seront attendues pour ce grand concours. Alors en ce qui concerne Israël, les citoyens devront déterminer la semaine prochaine laquelle des 3 chansons officielles et sélectionnées sera celle qui sera élue pour représenter le pays cette année. Alors ça se passera à Copenhague où le concours aura lieu pour la 3e fois, parce qu'il avait déjà eu lieu dans le pays en 64 puis en 2001. Je vous propose aujourd'hui de découvrir, Barbara, une artiste. Cette artiste israélienne, c'est une chanteuse rock, son nom est Mehi Feingold. Elle s'est fait remarquer en 2009 dans l'émission Nouvelle Star numéro 7. Pour ce concours, elle présente 3 titres qui seront lancés sur les ondes radio jeudi à 20h, donc vous pourrez voter. Barbara, les votes seront lancés, le résultat sera annoncé le 5 mars. En 1998, on se rappelle, Israël avait remporté le concours avec la chanteuse Dana International qui avait séduit tout le public. Aujourd'hui, Israël veut revivre ce succès dans le pays. Mais la tendance pop de l'époque a laissé place au rock and roll. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas de cette chanson de Dana International, je vous ai réservé un petit extrait, donc Flashback en 1998. On l'écoute tout de suite. ימים קשים ובמה שהיא כולה שלה למלאכים דיבה אימפריה על הבמה דיבה היסטריה היא כולה שירה. Alors ça c'était en 98, la dernière victoire israélienne à l'Eurovision. Pour cette année en Israël, on y croit donc avec Mehi Feingold. La question, c'est quel titre elle va présenter? Alors justement, on en a 3. Il y en a un en hébreu qui est Nisheret Iti, ça veut dire reste avec moi. Alors c'est une chanson qui est chantée en hébreu. Les 2 autres ont un titre anglais. Alors pour celle-ci, il semblerait que ce soit la favorite. Son clip commence à faire déjà le buzz sur Internet, même si on n'a pas encore la mélodie, parce qu'il a été tourné dans une ancienne station de train au musée Israël Reiwoy de Haïfa, un lieu qui est joli et romantique. Alors les autres chansons sont interprétées aussi en hébreu, mais les titres sont anglais, Same Heart ou encore Be Proud. Il faudra donc attendre 3 jours pour découvrir ces morceaux. En attendant, je vous propose de découvrir un extrait de cet artiste pour pouvoir entrer dans son univers trash et rebelle. Ça s'appelle Break a Leg. On regarde tout de suite. להצגה הזאת אף פעם לא היו חזרות, לא יכתבו עליה בעיתון מחר ביקורות, גם הזמרת לא זמרת, היא לא מעניינת, היא רק נובחת וקודחת ובסוף אף פעם לא גומרת. שקט בקהל והמסך עולה, נתחיל בהצגה, כולם להיות בשקט, למחוא כפיים רק לפי הקצב, תודה שבאתם, תודה שבאתם, שקט. Voilà, donc on saura la semaine prochaine quel titre va être sélectionné. Exactement, ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'est du rock. Voilà, c'est très rebelle, rock trash, Exactement. comme vous l'avez dit. Ça représente assez bien Israël, on aime bien le rock dans le pays. En espérant que ça plaise. On verra bien. Alors, on continue en musique avec une artiste israélienne qui s'est fait remarquer cette semaine sur le web. Alors effectivement, elle a été élue artiste de la semaine par le site internet Cool Israël. Il s'agit de Ronnie Alter. Alors son nouvel album Go Wild vient de sortir et une des chansons a envahi le net et les radios. Il s'agit de Lazy. La musique a été écrite et enregistrée à Paris, où la chanteuse vit depuis 3 ans. Elle a collaboré avec de nombreux artistes franco-israéliens et s'est concentrée sur une musique qui met à l'honneur les instruments, donc guitare, piano, pour une mélodie mélancolique et séduisante. J'ai donc décidé de vous la faire découvrir aujourd'hui. On y va. I am wrapped inside my own and only want to be alone.
Sneaks into my bed, caught me unprepared. Once again it strikes me down. Another day is dead. Just close the door when you go out. Don't let the light reveal it all. That I am wrapped inside my own and only want to be alone. Voilà pour l'actu musicale du jour. Merci Virginie. On passe à présent à la revue du web, l'actu sur Internet. Rudy Sad, on commence ce matin par la traque de Viktor Yanukovych, extrêmement suivie par les internautes. Et pourtant, l'ex-président ukrainien est toujours introuvable et son parcours supposé depuis son départ passionne les internautes. Pour preuve, les 3 millions de vues de la vidéo non authentifiée que vous voyez qui montrerait la fuite de Viktor Yanukovych samedi. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Elle aurait été prise donc par des caméras de surveillance du palais présidentiel et donc on y voit la suite. Alors, il aurait mis après le cap vers l'Est, région plus favorable et plus pro-russe, et les hypothèses maintenant se multiplient. Yanukovych aurait déjà tenté de fuir le pays à bord d'un avion, mais il aurait été arrêté par des gardes-frontières qu'il tentait de corrompre. Ça, c'est ce que dit le président actuel du Parlement. Alors cette traque, elle est relayée en détail sur la page du ministre de l'Intérieur Arsène Askarov, où il rappelle aussi les chefs d'accusation à l'encontre de l'ancien président. Je cite, massacre de civils. Alors il dit aussi que Yanukovych est arrivé en Crimée dimanche, puis parti pour un lieu inconnu. Alors on le dit dans une base de Sébastopol dans ce tweet, et puis la rumeur qui persiste le localise maintenant du côté de Balaklava. Donc c'est sur un yacht qui s'appellerait le Bandido, je n'invente rien, et il appartiendrait à son fils actuellement. Donc aucune preuve et aucune photo pour l'instant, si ce n'est la photo donc du port dans lequel l'ancien président est censé se cacher. La traque continue et les rumeurs sur Internet donc ne manqueront pas de s'enchaîner aujourd'hui jusqu'au moment où il sera retrouvé. C'est les internautes finalement qui vont retrouver sa trace. En tout cas, il le traque et on le voit en fait, même ceux qui habitent ce fameux port de Crimée essayer de prendre des photos et ne pas réussir en tout cas à le localiser. Pour l'instant, aucune preuve. On n'a pas encore sorti une application, un petit jeu Non, mais ça serait... Comment retrouver Yanukovych? Non, mais ça va pas tarder, tout à fait. J'ai lancé une bonne idée là. Allez, on passe d'un président déchu à une personnalité qui pense le devenir, direction l'Égypte. Et on parle évidemment du général Al-Sisi. Oui, en Égypte, hier, la démission du gouvernement étayant encore plus l'hypothèse de voir le général Al-Sisi, déjà vice-premier ministre, devenir président lors d'élections qui vont se tenir d'ici la mi-avril. Alors Al-Sisi avait déjà obtenu l'investiture il y a quelques semaines pour se présenter, et cette démission du gouvernement lui ouvre plus que jamais la voie. Alors là, on va le voir. Donc ça, c'est en fait l'image qui résume la situation. Elle tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est la démission du gouvernement expliquée par la conquête spatiale. On y voit la fusée Al-Sisi prête à être mise sur orbite. Alors par Ali Mansour, l'actuel président de la République, qu'on voit, et il a lâché ses propulseurs, c'est-à-dire son cabinet. Et voilà, donc tout le monde le dit sur Internet, sur orbite pour pouvoir atteindre la présidence. Un dernier tweet concernant l'Égypte, il est signé Dena Adel, qui va nous rappeler que voilà, en moins de 3 ans, l'Égypte a eu 3 constitutions, 6 votes, 4 présidents et au moins 6 cabinets. Donc on verra finalement la fin de cette instabilité, certes, mais peut-être on va aller vers un régime à la Moubarak en Égypte. Donc à suivre, ça sera en avril prochain. Voilà, les élections présidentielles. Voilà pour l'Égypte. Allez, on parle de savoir universel ce matin avec un projet qui veut remettre sur papier la plus grande encyclopédie en ligne du monde. Évidemment, on parle de Wikipédia. Et oui, encyclopédie participative mondiale que tout le monde connaît, désormais célèbre et incontournable. C'est Wikipédia qui pourrait devenir donc redevenir en fait une encyclopédie à l'ancienne, papier. C'est en tout cas l'idée d'une entreprise allemande qui s'appelle Mediapress et qui permet déjà en fait de créer des livres à la demande à partir d'articles de Wikipédia. Alors là, ils vont aller plus loin. Ils expliquent dans la vidéo que vous êtes en train de voir qu'ils veulent imprimer une version
totale de son contenu actuel d'ici l'été prochain et donc de l'exposer lors de la Wikimania. C'est la convention annuelle des grands fans de la communauté Wikipédia. Ça aura lieu à Londres en 2014. Vous y êtes, vous avez votre page Wikipédia. Je n'ai pas ma page Wikipédia. En tout cas, sachez que si vous imprimez tout Wikipédia, ça va coûter $50 000. Et selon... Surtout, ça va faire beaucoup de pages, non? Hein, ça va être énorme. Et oui, ça va faire à peu près. Je crois que ça fait plusieurs kilomètres de papier et plusieurs tonnes. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on raconte sur Wikipédia? Parce que on peut faire sa propre page Wikipédia. Absolument. Un peu tout et n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour vous, Virginie, ce matin. Je m'en doutais, vous voyez. On va la voir, la page de Virginie vous m'avez Khalifa. transformé star. Non, pas du tout. Regardez, je pense qu'on l'a. Voilà, Virginie Khalifa. Faites donc ce matin, Virginie René Khalifa. Évidemment, je vous ai mis un deuxième prénom. Donc voilà, c'est votre. René comme ça, ça vous fait. On peut mettre tout ce qu'on veut en fait. Exactement. Bon, en tout cas, plus sérieusement, ce projet veut montrer. Non, mais donnez-nous des éléments de sa biographie, ça m'intéresse. Oui, bah moi aussi. Ça elle va m'intéresse. nous les donner elle-même, non, mais parce qu'après, effectivement. Mais moi, je veux votre page là, parce que j'ai l'impression. Déjà, je ne m'appelle pas René, donc j'aimerais savoir ce que vous avez raconté sur moi. En fait, c'est ça, sur Wikipédia, comme c'est participatif, n'importe quel internaute peut apporter sa pierre à l'édifice, et donc, évidemment, il n'y a pas forcément des choses vraies. En tout cas, le but de cette initiative, c'est de montrer le nombre de volume d'informations qu'il y a sur Wikipédia et la vitesse surtout avec laquelle Wikipédia se développe jour après jour. Donc voilà, et vous pourrez donc consulter sur papier la version donc le Wikipédia de Virginie Khalifa. Bon, on vous fera une donc page on n'a pas plus d'infos. Non, on n'a pas plus d'infos. Non. Elle a été danseuse, elle a été. Vous verrez. Voilà, on verra. Alors on peut taper sur Wikipédia. Voilà, je viens de retrouver. Ça fait 10 mètres de long. Ça ferait 10 mètres de long et 2,5 mètres de haut. Une encyclopédie Wikipédia à l'ancienne. C'est énorme. Oui. Allez, on termine cette revue du web, Rudy, non pas avec un chat malheureusement, comme on en a l'habitude, mais avec un chien. Mais heureusement, ça va changer un petit peu. On a droit ce matin à un bulldog français, il s'appelle Trotter, et c'est un tweetos à part entière. Il a 31 000 fans sur Internet, et donc c'est un peu le chien fashionista. Donc on voit donc sa page. Alors là, on le voit en mode un petit peu anglais. On va le voir en intello après une bonne lecture. C'est un mâle ou une femelle? J'ai pas compris. Je crois que c'est un mâle. Il sait aussi se détendre en mode tahitien. Et là, après la prochaine image, on va le voir juste avant de regarder le morning. Il est à la fête, bien évidemment. Et on termine avec ses folles soirées avec Virginie Khalifa en boîte de nuit. Voilà. Merci bien. Rudy, donc... vous ne voulez pas que je parle de vos soirées tous les jeudis soirs? Non, pas du tout. Voilà. En tout cas, voici Trotter, le chien, avec ses petites lunettes. Star du net. Il vous plaît, Virginie, ce petit chien? Je préfère le mien, moi je suis plus chihuahua. Moi je garde Bounty. Je le ramènerai en plateau une seconde fois. Bon, mais vous l'habillerez comme ça? En tout cas, Bounty a de la concurrence. Oui, les lunettes j'aime bien, Pas mal. Il s'appelle comment? Trotter. Bon. Merci beaucoup, Rudy. Le frère de Globe. Voilà, exactement. Pour toutes ces informations extrêmement importantes, Globetrotter, Virginie. On termine avec un concert qui aura lieu au mois de mai en Israël. Exactement. Alors, comme d'habitude, avec une légende britannique du rock, c'est Karl Palmer qui sera en concert à Tel Aviv au Reading 3. Ça se passera le 3 mai prochain. Donc, Rudy, n'oubliez pas de prendre vos places. Vous m'avez perturbé avec cette histoire de Globetrotter. C'est ça. Et donc ça se déroulera le 3 mai prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est l'un des plus grands joueur de batterie de tous les temps. Il a commencé à se faire connaître dans les années 60. Alors il est très connu aussi pour sa rapidité, son sens du rythme. Je vous propose tout de suite peut-être de le découvrir en images et en musique. On écoute. Ça vous impressionne, Rudy? Oui. C'est vrai, vous êtes fan? J'aime beaucoup les batteurs. C'est vrai? Ouais. J'ai essayé de faire la batterie, ça a duré 2 mois. Voilà. C'est leur agilité qui vous plaît? Oui.
C'est très très difficile. Il n'avait pas le lancer de bâton, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il lance le bâton, il joue en même temps, c'est tout un art. Très très difficile. Alors on donne la date du concert en Israël. Alors ça se passe le 3 mai au Reading, 3 à Tel Aviv, c'est facile. Si vous voulez voir le plus grand batteur de tous les temps, qui n'est pas Rudy mais Karl Palmer, n'hésitez pas à vous y rendre. Et pris, merci beaucoup les amis, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien.